Dans la vieille ville d'Hébron, le 4 juin 1977, une fillette de 7 ans s'exerce à faire de petites croix que sa grand-mère lui a apprises. Les ciseaux cliquettent contre le tissu, une caisse enregistreuse en métal claque, un ventilateur pousse une chaleur lourde à travers une boutique de textile de 3 générations. Demain, son père fermera la porte à clé, glissera la clé dans sa veste et dira aux enfants de continuer à marcher quoi qu'ils entendent. La clé tourne toujours. La serrure appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce qui a disparu en 6 jours ce mois de juin. Pas seulement des lignes sur une carte, mais des cercles à broder laissés en cours, des copies d'examens empilées et prêtes, jamais corrigées, du blé qui a bruni dans le champ parce que les gens qui l'ont planté ne pouvaient pas revenir. Environ 300 000 Palestiniens ont été déplacés en moins d'une semaine. La plupart ne sont jamais revenus. Les gros titres avec lesquels j'ai grandi l'appelaient la guerre des 6 jours. Beaucoup de Palestiniens l'appellent la Naksa, un revers. Les deux noms comptent. L'un est l'étiquette officielle, l'autre est ce que les gens qui l'ont vécu ont ressenti. Si vous n'avez jamais entendu parler de la Naksa, vous n'êtes pas seul. La plupart des cours l'ignorent. Si vous avez grandi en entendant parler, vous n'avez probablement jamais vu les documents. Système, juridique, politique, humain, c'est ainsi que nous certifions la vérité. Protaillons. Notez, les scènes humaines que j'utilise sont des composites tirés de témoignages documentés et d'archives. Représentent des schémas récurrents vérifiés. Les événements eux-mêmes sont une histoire établie. Mettez l'échafaudage en place. Mais 1977, après des mois de heurts frontaliers et de menaces à haute intensité, le président égyptien Gamal Abdel Nasser demande à l'ONU de retirer ses casques bleus du Sinaï. De même, après Suez, le panier est relié jusqu'à cette menace contre la Syrie, qui a déclenché la crise actuelle. C'est là le fond du problème. Je suis prêt à répondre à vos questions. La demande est accordée. Les troupes avancent, puis ferment les détroits de Tiran, la seule route maritime d'Israël vers le sud. Les navires passent. Pas de route commerciale, cela est qualifié d'acte de guerre. Les alliances se resserrent. L'Égypte et la Jordanie formalisent la leur. La Syrie est déjà alignée. Sur les cartes et dans les discours, la catastrophe semble imminente. Le terrain, la réalité est plus brutale. Les élites jouent aux échecs. Les civils sont utilisés comme terrain. Si vous regardez de l'extérieur du Moyen-Orient ou de l'Occident, voici le contexte. 1967 a remodelé la région comme la partition a remodelé l'Asie du Sud. Des frontières tracées, des personnes déplacées, des conséquences qui se déroulent encore. Aube, 5 juin. Des jets israéliens frôlent la Méditerranée pour rester sous le radar et s'élèvent au-dessus de la côte égyptienne. L'opération Focus commence à 07h45. Les pistes sont cratérisées en premier pour que les avions ne puissent pas décoller. Des vagues de frappe suivent sur une horloge serrée. En fin de matinée, au moins 19 aérodromes égyptiens sont désactivés et plus de 250 avions sont détruits ou endommagés, la plupart au sol. Le ciel appartient à Israël. Le sol sonne de la même manière de ville en ville. Pas un jet, mais des vagues d'entre eux. Les fenêtres tremblent, les sirènes rattrapent. Les familles font ce que les familles font toujours en cas de danger soudain, attrapent des documents, des enfants, des clés et se dirigent vers toute route qui semble encore ouverte. Au sud, les formations égyptiennes se brisent à travers le Sinaï. À l'est, les gens se pressent sur les ponts au-dessus du Jourdain. En quelques jours, les agences de secours comptent les déplacements par centaines de milliers. Le 7 juin, Jérusalem-Est tombe. Cette nuit-là, dans le quartier Megrabi à côté du mur occidental, des bulldozers dégagent environ 130 maisons. Environ 650 résidents sont expulsés en une seule opération pour faire place à une nouvelle place. Plus au nord sur le plateau du Golan, la plupart des villages syriens vident sous le feu. Les villes druzes comme Majd al-Shams restent en grande partie. Une ligne de faille s'ouvre entre ceux à qui on a dit de rester et ceux qui ont été forcés de partir. Le 10 juin, Israël contrôle Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Le combat dure moins d'1 semaine. L'occupation dure des décennies. Retenez 3 moments du 7 juin. Ils ne sont pas aléatoires, ils sont le plan directeur. Vous verrez cette boucle à nouveau. Temporaire, puis légal, puis permanent. Hébron, haut-parleur, d'abord en hébreu, puis en arabe. Évacué pour la sécurité. Temporaire. Au pont Allenby, la famille devient des papiers. Nom sur un manifeste, corps dans une file d'attente. Quelques jours plus tard, leur maison est classée abandonnée. La clé tourne toujours. Le registre dit le contraire. Le Golan, les soldats crient des ordres.
Certaines villes sont invitées à rester tandis que d'autres sont évacuées. Des années plus tard, ceux qui sont restés décrivent le soulagement de se réveiller dans leur propre lit et la culpabilité de voir leurs voisins disparaître. Le mot politique est sécurité. L'effet est une fracture au sein d'une même communauté. Et un précédent corps 1967 n'a pas inventé le manuel. En 1951, la Cour suprême israélienne décide que les villageois chrétiens d'Ikrit, expulsés en 1948, ont le droit de revenir le jour de Noël de cette année-là. L'armée démolit le village. L'église reste debout. Même lorsque la loi dit retour, l'effacement peut rendre le retour impossible. C'est la boucle. Évacuation temporaire, reclassement légal, démolition ou saisie, déplacement permanent. Cela se répète au cours de cette semaine et dans les années qui suivent. Rien de tout cela ne règle qui craignait qui le 5 juin. La peur était réelle. La question est, qui a payé la facture le 6, le 7, le 8? Et qui la paye encore aujourd'hui? Voici la thèse en langage clair. La guerre n'a pas seulement changé les frontières, elle a mis en place une machine administrative légale qui a transformé l'urgence en politique, la politique en architecture et l'architecture en vie quotidienne, où partir pour la sécurité pouvait signifier perdre sa maison dans les papiers. Les règles du mandat britannique ont fourni l'échafaudage juridique. La couverture des grandes puissances a atténué les répercussions. Les régimes arabes ont poursuivi leurs propres intérêts. À l'intérieur d'Israël, un projet national religieux a traduit les Écritures en lignes de levée. Rien de tout cela n'était automatique. Les gens l'ont conçu et ont laissé des reçus. Nous allons lire la trace papier, les brouillons, les ordres, les décisions de justice par nom et date. Nous allons aussi garder les pièces ventilées, le cercle à broder, les copies d'examen, le printemps à IMWAS. La vérité n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui était là quand cela s'est produit. Si quelqu'un dit que c'est trop compliqué à suivre, vous venez de le faire. Maintenant, ouvrons les dossiers. Le 28 mai 1967, une salle du cabinet à Jérusalem. Les ministres arrivent pour ce que le communiqué de presse appelle des discussions de sécurité. Mais dans les dossiers ouverts des décennies plus tard, une ligne vous glace. Menahem Begin, ancien combattant clandestin, futur premier ministre, appelle cela un moment historique pour réaliser la terre d'Israël dans son intégralité. La guerre n'a pas commencé. Les chars égyptiens sont encore à 200 km dans le Sinaï. Mais la vision territoriale est déjà sur la table, exprimée à haute voix avec des cartes. Nous venons de regarder ce qui a disparu. Maintenant, qui a préparé l'effaceur et comment une guerre de 6 jours a été assemblée des mois à l'avance, pièce par pièce. Après Suez en 1956, lorsque la Grande-Bretagne, la France et Israël ont tenté de s'emparer du canal égyptien et ont été forcés de se retirer, tout le monde a pris des notes. Personne n'en est sorti vertueux, mais chaque camp a appris le jeu. La note de Washington: ne laissez pas l'Europe diriger le Moyen-Orient. Celle de Londres: gardez l'influence discrète, renseignement, commerce, licence d'exportation. Celle d'Israël était la plus aiguisée. Les puissances occidentales pourraient réprimander en public et protéger en privé tant que l'équilibre régional penchait contre le nationalisme arabe et l'influence soviétique. En 1967, la guerre froide traversait chaque frontière comme une ligne de faille. L'Égypte armée par Moscou, Israël approvisionné par Washington et Paris. Le MI6 et la CIA étaient d'accord sur un objectif: contenir Nasser, protéger les routes pétrolières et espérer que le public ne regarde pas de trop près le coup. Un câble britannique a capturé l'ambiance avec une sobriété soignée. La capacité de dissuasion d'Israël pourrait servir les intérêts occidentaux même lorsque les méthodes semblaient excessives. Traduction: les résultats inventent l'apparence. Ce câble n'était pas un avertissement, c'était une permission. En Israël, la pression montait de toutes parts. L'économie ralentissait, l'immigration diminuait, la conscription pesait sur les familles. Les activistes nationalistes religieux poussaient dans ce qu'ils appelaient le cœur biblique, les écritures converties en lignes de levée. Les élections approchaient. Une victoire théâtrale nette ferait taire le cœur, Eshkol est faible, et unirait un public fatigué. Les ingrédients étaient prêts. Ils avaient besoin d'une étincelle, mais 1967 l'a fournie. L'Égypte a demandé à l'ONU de retirer ses casques bleus du Sinaï. Utente a accepté en un jour. Les forces égyptiennes ont afflué. Nasser a ensuite fermé les détroits de Téhéran, la seule route maritime sud d'Israël. À Tel Aviv, cela a été perçu comme un blocus existentiel. Dans les capitales arabes, un défi, les familles entre les deux, juste un gros titre qui allait décider de leur vie. Pause un instant. 3 points de pression convergent. 1. L'Égypte ferme le détroit. 2. L'économie d'Israël a besoin d'une victoire. 3.
les nationalistes religieux veulent la Cisjordanie. Imaginez 3 plaques tectoniques se frottant ensemble. La friction ne provoque pas un tremblement de terre. Elle crée les conditions où quelqu'un peut choisir d'en déclencher un. Ce choix a une trace écrite. Retour au 28 mai. Le résumé public dit « Discussion de sécurité ». Les minutes ouvertes des décennies plus tard montrent autre chose à côté de la défense. Une opportunité. Cette crise pourrait-elle achever le projet territorial laissé inachevé en 1948? Les mots de Begin n'étaient pas des réflexions hypothétiques, ni une planification de contingence. Une vision territoriale exprimée à haute voix dans une salle de gouvernement alors que les chars égyptiens roulaient encore dans le Sinaï. Autour de la table, la sécurité s'enveloppait dans les écritures. Les ministres débattaient de la rapidité avec laquelle la vallée du Jourdain pourrait être atteinte, si les circonstances l'exigent, des mesures préventives. Le phrasé restait prudent, toujours conditionnel, toujours défensif. Mais la logistique était concrète, des cartes consultées, des calendriers discutés, la guerre n'avait pas commencé et l'administration du territoire conquis était déjà esquissée. 4 jours plus tard, le 1er juin, Moshe Dayan est devenu ministre de la Défense. Le cache-œil, symbole d'audace. Cela importait car Dayan signalait la détermination. Il pouvait dire à haute voix ce que d'autres gardaient entre les lignes. En 48 heures, il a rencontré l'état-major général. Un résumé déclassifié inclut une ligne qui tranche à travers des décennies de spin. Préparez-vous à l'administration territoriale au-delà de la ligne verte. La ligne verte, la frontière d'armistice de 1949 séparant Israël de la Cisjordanie et de Gaza. Au-delà signifiait la Cisjordanie et Gaza. Administration territoriale signifiait une gouvernance civile sous autorité militaire. C'était le 3 juin. La guerre a commencé le 5 juin. Le plan existait avant la justification. Laissez cela reposer. Le 3 juin, les responsables planifiaient comment gouverner des territoires qu'ils ne contrôlaient pas encore. Pas une planification de contingence, une administration pré-guerre. De l'autre côté de l'océan, l'équipe de Johnson savait qu'une frappe était imminente. Les signaux de préparation clignotaient depuis des jours. Les États-Unis, plongés jusqu'au cou au Vietnam et réticents à rompre les liens avec un allié fiable, n'ont émis qu'un appel modéré à la retenue. Les mémos internes appelaient Israël un atout régional stabilisateur. À Londres, le phrasé était presque identique, sous-texte. Un Israël fort servait les intérêts occidentaux, les Palestiniens en paieraient le prix. Le silence n'était pas de la confusion, c'était du consentement. Il y a ceux qui ont préconisé comme solution simple et unique un retour immédiat à la situation telle qu'elle était le 4 juin. Comme notre distingué ambassadeur naval, le Dr Goldberg, l'a déjà dit, ce n'est pas une prescription pour la paix, mais pour des hostilités renouvelées. Bien sûr, les troupes doivent être retirées, mais il doit aussi y avoir des droits reconnus de vie nationale, des progrès dans la résolution du problème des réfugiés, la liberté de passage maritime innocent, la limitation de la course aux armements et le respect de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale. Mais qui fera cette paix-là où toutes les autres ont échoué depuis 20 ans ou plus? Voici ce que je ne dis pas, qu'Israël n'avait pas de préoccupation de sécurité. Le renforcement de l'Égypte était réel. La menace semblait existentielle pour des millions d'Israéliens. Ce que les documents montrent, c'est que la sécurité et l'expansion n'étaient pas opposées. Elles étaient superposées. La question n'est pas de savoir si la menace était réelle. C'est de savoir si la réponse était conçue pour faire plus que la neutraliser. Maintenant, la légende. Israël l'a appelée autodéfense. Dans la légende internationale, cette revendication repose sur l'imminence, une attaque armée en cours ou clairement sur le point de l'être. Le matin du 5 juin, aucune invasion transfrontalière d'Israël n'était en cours. Les forces égyptiennes étaient déployées dans le Sinaï. Le premier mouvement dans les airs appartenait à Israël. La frappe était un choix, chronométré pour sécuriser le territoire sous le parapluie d'un langage défensif. Le 10 juin, Israël détenait le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, soit environ 3 fois sa superficie d'avant-guerre. Environ 70 000 km² capturés en 6 jours. 2 récits sont nés et vivent encore côte à côte. Dans une grande partie de l'Occident, une victoire miraculeuse, preuve de brillance et de providence. Dans la vie palestinienne, une Naksa, un revers qui n'a jamais pris fin. La carte a basculé, tout comme les réalités quotidiennes de millions de personnes. Pas une intervention divine, pas une défense purement réactive. Un plan exécuté validé à Washington et Londres, approuvé par des hochements de tête silencieux. À partir de là, la paperasse prend le relais. Ordre, registre, permis. Ensuite, les règlements d'urgence qui transforment 6 jours en permanence. Nous vous avons montré le plan, les réunions du cabinet en mai, plans territoriaux avant le début de la guerre. Nous avons dit que la loi existait avant le plan, maintenant rencontrez cette loi. C'est ici que les plans quittent le papier et s'assoient à la table de la cuisine.
Après les armes, les stylos se sont mis au travail. L'encre a fait ce que l'artillerie ne pouvait pas, transformant le temporaire en permanent. À la fin de 1967, le commandant militaire en Cisjordanie avait déjà émis plus de 100 ordres réorganisant la vie quotidienne. Au fil des décennies, cette pile a dépassé les 800 régissant la terre, l'eau, le mouvement, la parole, la planification, la résidence, même l'endroit où un arbre peut être planté. L'architecture est complexe, l'intention est directe. Séparer les gens de la terre, puis de la loi, puis les uns des autres. Plus de 1800 ordres militaires en 57 ans, c'est une nouvelle règle tous les 12 jours en moyenne pendant près de 6 décennies. Imaginez vivre sous un système où le règlement est réécrit 2 fois par mois et vous ne votez sur aucun d'eux, ne pouvez pas le contester dans vos propres tribunaux et n'apprenez le changement que lorsqu'il est déjà loué. Ce n'est pas une sécurité temporaire, c'est une philosophie de gouvernance. Commencez au niveau du sol, titre et tenure. Ordre militaire 58, propriété abandonnée, dit que si vous êtes parti pendant les combats, votre maison ou champ peut être déclaré abandonné et remis à un gardien. Pas de compensation automatique, des appels qui existent principalement sur papier. Le compte à rebours commence dès que vous êtes de l'autre côté d'un pont. À côté se trouve l'ordre militaire 59, propriété de l'État, qui permet aux fonctionnaires de reclasser de vastes zones en tant que terre d'État, surtout si l'enregistrement ne correspond pas au format qu'ils reconnaissent ou si la parcelle n'a pas été cultivée en continu. Associez-les et vous obtenez une machine silencieuse. Partez pour sauver votre vie. Perdez votre titre, ne pouvez pas atteindre vos champs sous couvre-feu, perdez vos champs au statut d'État. Puis l'eau, ordre militaire 92 a centralisé chaque puits, pompe et tuyau sous une seule autorité militaire. Contrôlez les aquifères et vous décidez où les fermes rétrécissent et où les banlieues fleurissent. Puis la planification. Ordre militaire 418, 1960 et 11 a dissous les comités de planification palestiniens locaux et a transféré le pouvoir de zonage à un conseil de planification supérieur dirigé par l'occupant. C'est pourquoi une crête obtient un accès pavé, des lampadaires, des cartes de parcelles bien rangées, tandis que la suivante ne peut pas obtenir un permis pour ajouter une seule pièce. Même colline, 2 univers juridiques. Enveloppez-le dans un discours et un filet de sécurité. Ordre militaire 101, 1967 a criminalisé les rassemblements, drapeaux et tracts sans permis. Ainsi, un séminaire peut être une assemblée illégale et une affiche une incitation. En dessous de tout cela, les règlements d'urgence de défense de 1945 du mandat britannique, en particulier le règlement 119, autorisent encore les démolitions punitives de maisons. Plus récemment, l'ordre 1797 a créé une voie rapide pour démolir de nouvelles structures dans la zone C avec un préavis minimal. Rien de tout cela n'est une rumeur, c'est écrit. Maintenant, regardez la politique se transformer en un mardi. Une famille fuit les bombardements pendant 1 semaine, clé dans une poche, acte dans une enveloppe. Quand ils essayent de revenir, la maison est abandonnée, le verger est une terre d'État. Voici un composite de nombreux témoignages. Un commerçant d'Hébron part avec ses enfants, ses pièces d'identité, un acte de propriété, le bail du magasin dans son sac. 8 jours plus tard, sa maison est inscrite auprès du gardien des biens abandonnés. Il fait appel. La réponse? La propriété était inoccupée et la zone sous couvre-feu. Le contrôle de l'État était nécessaire. Les années passent, la devanture rouvre sous une licence différente. Le papier dit abandonné. La famille dit « Nous l'avons verrouillé ». La clé fonctionne toujours, la loi non. Voici ce que je ne vous montre pas, la justification sécuritaire. Les responsables soutiennent que ces mesures préviennent les attaques et protègent les civils. Cet argument existe. Les tribunaux l'ont entendu. Ce que les documents montrent, c'est que la sécurité et le transfert de terres ne sont pas opposés, ils sont superposés. La question n'est pas de savoir si les menaces étaient réelles, mais si la réponse était conçue pour faire plus que les neutraliser. Un autre levier, la culture. Si les pointes de contrôle, les routes des colons ou les zones fermées vous empêchent d'atteindre votre verger, une règle qui semble neutre, les terres non cultivées reviennent à l'État, transformant une porte et un calendrier en un dispositif de transfert de terres. Vous pouvez voir le résultat sur n'importe quelle carte descente. Villages palestiniens pincés vers l'intérieur, blocs de colonies, parcs industriels et routes de contournement s'étendant sur des terres d'État fraîchement créées. La planification boucle la boucle. La zone C représente 60% de la Cisjordanie que les accords d'Oslo ont laissé sous contrôle civil et militaire israélien total. Dans la zone C, les Palestiniens doivent demander des permis à la même autorité qui les exclut.
Sur des fenêtres pluriannuelles, les approbations oscillent près de 0 statistique. Les ensembles de données de l'ONU et d'Israël montrent des périodes où environ 1 à 5% des demandes palestiniennes ont été approuvées, tandis que les plans de colonisation voisins passaient sans encombre. Les familles construisent quand même parce que la vie ne s'arrête pas. Puis viennent les ordres de démolition pour construction non autorisée. Le système fabrique l'illégalité, puis la punit. Imaginez cela, zoomant sur une carte satellite, 2 routes légales sur une colline. Sur les pôles ouest, une colonie avec des plans directeurs détaillés, une nouvelle maternelle construite en une saison, de l'asphalte frais jusqu'au rond-point. Sur les pôles est un hameau où une famille ajoute 2 pièces sans permis parce que la liste d'attente est une blague et un bulldozer arrive à l'aube 6 mois plus tard. Même lever du soleil, loi différente. Résultat prévisible, le levier de l'absentéisme est la charnière qui verrouille discrètement les portes. Une fois que le gardien prend en charge sous l'ordre 58, les droits se détachent comme une ombre à midi. Les appels existent, les résultats sont rares. C'est un catch-22 inscrit dans la loi. Partez pour survivre et votre absence prouve l'abandon. Restez et votre manque de permis prouve que vous êtes illégal. Superposez la résidence par-dessus. À Jérusalem-Est, Israël a appliqué sa loi d'entrée domestique et une règle de centre de vie après l'annexion. Au fil des ans, des milliers de résidents palestiniens ont vu leur résidence permanente révoquée pour ne pas avoir prouvé que leur vie restait à l'intérieur de la nouvelle ligne municipale, parfois après des études ou un travail à l'étranger. Dans le reste de la Cisjordanie, les gels du registre de la population et le régime de permis ont divisé les familles entre autorisées et non autorisées, transformant le mariage, la réunion, même une visite à l'hôpital en un coup de dé bureaucratique. Du hasard. Le droit international n'est pas flou ici. L'article 49 de la 4e Convention de Genève interdit à un occupant de transférer ses propres civils dans un territoire occupé. La Cour internationale de justice l'a dit en 2004 lorsqu'elle a examiné la racine du mur et l'entreprise de colonisation. La ligne de base n'est pas floue. L'application a été, vous entendrez les euphémismes, disputé, non occupé, quartier, pas colonie, terre d'État, pas confisquée. Les euphémismes ne coulent pas de béton ni ne signent d'ordre de démolition. Les papiers le font. Et puis les papiers sont publics. Ordre, carte, procès-verbaux de réunion. C'est pourquoi les instances juridiques reviennent sans cesse à la même conclusion. Le régime viole le droit humanitaire. Le contre-argument n'est pas juridique, il est politique. Il dit très calmement que faire respecter la loi coûterait trop cher. Les documents dissipent le brouillard. Une dernière image, une route de crête, le vent coupant à travers la pierre. D'un côté, des voies pavées, des lampadaires, des arroseurs brumisant un îlot de circulation. De l'autre, un réservoir d'eau sur un toit, un panneau solaire relié à une batterie de voiture, 2 pièces ajoutées en parpangs parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accueillir une famille qui s'agrandit. Les 2 endroits partagent le même horizon. Un seul d'entre eux vit sous un ordre militaire. C'est ainsi que le déplacement devient permanent. Les terres reclassées, les permis refusés, les maisons démolies, la résidence révoquée, la parole contrôlée. Pas un mystère, un dossier. Et maintenant la vraie question. Si le système est aussi complexe, aussi documenté, aussi visible, pourquoi persiste-t-il? Ensuite, le moteur économique qui rend l'occupation rentable et les acteurs internationaux qui la maintiennent. Les papiers avaient un plan d'affaires. Nous venons de cartographier l'échafaudage juridique, ordre 58, ordre 92, ordre 418. Plus de 1800 règles, réécrivant la vie tous les 12 jours pendant 57 ans. Maintenant, regardez ces ordres se déplacer, non pas dans les salles d'audience, mais à la table de la cuisine, aux pointes de contrôle, dans l'arithmétique silencieuse de la survie. Ce n'est pas de la théorie, c'est juste un mardi matin. Voici la question vers laquelle nous nous dirigeons. Si la bureaucratie peut faire ressembler le déplacement à de l'administration, la résistance peut-elle faire ressembler la survie à de la paperasse? Commençons par les permis, le labyrinthe sans entrée. Un agriculteur à Hébron a besoin d'agrandir son poulailler, pas dans une colonie, pas dans une banlieue. Des poulets. Il voyage 2 heures jusqu'à Beit El, passe 3 points de contrôle, à travers une vallée où la route se rétrécit à une voie car la déviation est réservée aux colons. Au guichet, le préposé dit qu'il a besoin du formulaire 3A, d'un relevé cadastral qui coûte $800, 2 mois de revenus et de l'approbation du conseil de la colonie voisine. Il demande pourquoi le conseil de la colonie a son mot à dire sur ses poulets. Le préposé glisse le formulaire. Suivant.
6 mois plus tard, après 3 voyages, 2 jours de travail perdu, le zonage a changé pendant que vous attendiez. La parcelle est maintenant une réserve agricole, aucune structure autorisée. Il construit quand même parce que sa famille doit manger. L'ordre de démolition arrive avant que le toit ne soit terminé. Relisez cela. Vous avez besoin d'un permis pour construire. Pour obtenir un permis, vous avez besoin d'une adresse enregistrée. Pour enregistrer une adresse, vous avez besoin d'un bâtiment. Le cercle n'a pas de point d'entrée parce qu'il n'est pas censé en avoir. Ce n'est pas de l'inefficacité, c'est du design. Alors les familles construisent quand même, parce qu'attendre signifie ne jamais commencer, parce qu'illégal apparaît sur le papier et la fin apparaît à la table. Maintenant, le mouvement, le calcul que tout le monde apprend par cœur. Un trajet de 12 km de Bethléem à Jérusalem. Bonne journée, 15 minutes, mardi en mars. 4 heures dans des voitures au ralenti, des enfants endormis sur les sièges arrière. Un homme diabétique rationnant de l'insuline parce qu'il n'avait pas prévu cela. Les familles commencent à calculer partir à 4 heures du matin pour un rendez-vous à l'hôpital à 9 heures, le manquer et le prochain créneau est dans 3 mois. Une étudiante à Ramallah garde 2 jeux de manuel, un chez elle, un chez sa tante à Naplouse. Le point de contrôle entre eux ferme sans avertissement. Elle a raté 3 examens en 2 ans, non pas pour avoir trop dormi, mais pour une porte qui s'est fermée à 6 heures du matin et s'est ouverte à midi. Ce n'est pas la sécurité aéroportuaire. C'est une grand-mère qui a besoin d'une autorisation pour rendre visite à sa fille à 12 km et qui l'obtient parfois et parfois non. C'est un permis de travail qui vous permet de travailler à Jérusalem, mais pas d'y dormir. Alors chaque nuit, vous faites la queue à nouveau, peu importe à quelle heure se termine le service. Le système ne se manifeste pas avec des sirènes. Il vous met juste en retard, vous fait manquer des choses, vous fait choisir quelle partie de votre vie vous pouvez garder. Sur la rive Est, le fait que les permis n'incluaient pas toujours toute la famille ou leur crainte de revenir n'était toujours pas apaisée. Maintenant la résidence, où la biographie devient preuve. À Jérusalem-Est, la règle du centre de vie transforme votre existence en dossier. Une étudiante en médecine étudie à Amman, 4 ans, la durée du programme. Elle revient avec un diplôme et le livre de recettes de sa mère et apprend au guichet du ministère de l'Intérieur que son ID de Jérusalem a été révoqué il y a 18 mois. Personne n'a appelé. La maison où elle a appris à marcher est toujours debout. Son nom a disparu du registre. Sur le papier, elle est une visiteuse dans son lieu de naissance. Pour prouver le centre de vie, vous avez besoin de factures de services publics, de relevés scolaires, de reçus fiscaux. Mais si vous êtes parti étudier ou travailler, ces documents cessent de s'accumuler. La règle punit la mobilité qu'elle prétend mesurer. Laissez les chiffres atterrir. Depuis 1977, plus de 14 000 Palestiniens ont perdu leur résidence à Jérusalem de cette manière. Cela représente environ 245 personnes par an, soit environ une personne tous les jours et demi, découvrant qu'elles ne sont plus autorisées à vivre là où elles ont toujours vécu, non pas pour un crime, mais pour être restées trop longtemps absentes ou ne pas avoir prouvé qu'elles sont restées suffisamment. Une frontière que vous ne pouvez pas voir tracée à travers un salon, un père avec un ID de Jérusalem, une mère avec un ID de Cisjordanie. Des enfants qui héritent du mauvais et ne peuvent pas vivre dans la maison où ils ont grandi. Ils dînent ensemble et dorment dans 3 juridictions légales différentes. Prenez du recul. Le design ressemble à un organigramme sans bonne sortie. Partir pour la sécurité, perdre votre maison pour abandon sous l'ordre 58. Rester et cultiver, perdre l'accès lorsque la terre devient une zone militaire fermée. Voyager pour le travail ou les études, perdre la résidence pour être resté trop longtemps absent. Construire sans permis, faire face à la démolition. Attendre un permis, regarder votre famille dépasser la maison pendant que le dossier reste en suspens. Chaque choix a un coût, chaque chemin a un piège. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la structure, et voici l'élégance froide. Le système n'a pas besoin de soldats à chaque porte. Il fonctionne sur la paperasse, il fonctionne sur l'attente, il fonctionne sur l'épuisement silencieux, sur les gens prouvant chaque jour qu'ils ont le droit de rester là où ils sont nés. Pendant ce temps, les cartes changent discrètement. Zone de sécurité, zone fermée, terre d'État, réserve naturelle, village effacé des atlas officiels remplacés par de nouveaux noms hébreux, routes qui n'apparaissent pas sur les cartes palestiniennes, transportant le trafic des colonies chaque matin. Très bien. Oui, mon cœur va très bien. La géographie de la mémoire et la géographie de l'administration se sont éloignées. L'une était vécue, l'autre légiférée, mais les familles ont gardé leurs propres cartes, des parcelles dessinées à la main où les oliviers se tenaient avant la barrière, des actes photocopiés avec des frontières qui ne correspondent plus aux relevés officiels, des photos de mariage de cour maintenant du mauvais côté d'une clôture. Ce ne sont pas des documents légaux dans le système de l'occupant.
Ce sont des documents légaux dans le système de la mémoire et la mémoire survit souvent à la politique. Comment vous sentez-vous par rapport à tout cela vous-même? Eh bien, je ne pense pas que quiconque serait satisfait de la situation dans laquelle nous vivons. Comment vous sentiriez-vous vous-même d'être réfugié 2 fois dans votre vie en 20 ans? Pas bien. C'est comme ça que je me sens. Dans les mêmes archives qui contiennent les ordres de démolition, un autre enregistrement perdure, des pétitions en arabe soignées, des lettres au gouverneur militaire argumentant clause par clause, des actes de l'époque ottomane copiés à la main et soumis en 3 exemplaires. Les familles qui ne pouvaient pas se permettre des avocats sont devenues leurs propres chercheurs, citant les règlements de l'occupant contre lui. La défiance n'a pas toujours gagné, mais elle a veillé à ce que le dossier montre qu'ils ont résisté à l'encre aussi bien qu'à la voix. Chaque pétition qui citait un ordre à son auteur, chaque acte en 3 exemplaires, chaque lettre qui commençait par « selon votre propre règlement », ce n'étaient pas seulement des appels. C'était une contre-archive construite page par page, prouvant que les personnes effacées prenaient des notes, refusant de disparaître silencieusement. Reculées du cabinet, et l'image tient. La bureaucratie a fait ce que les balles ne pouvaient pas. Elle a rendu une semaine permanente, mais elle a aussi créé une trace écrite, et les déplacés sont devenus les archivistes de leur propre effacement. Alors voici le prochain tournant. Si le système fonctionne sur la paperasse, que se passe-t-il lorsque la paperasse commence à répondre? Ensuite, nous entrons dans les salles d'audience et les comités où les actes ottomans rencontrent les décisions modernes et un classeur devient une arme à double tranchant. Nous venons de voir comment les ordres mordent un mardi matin. Maintenant, dézoomer. L'occupation n'était pas seulement une administration locale, elle a été notariée à l'ONU en anglais, débattue en français et en arabe, pesée à La Haye, amortie par la politique des grandes puissances. Sur le papier, il y a la loi. En pratique, il y a le pouvoir. Commencez par la ligne que tout le monde cite, la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle fait 2 choses. Premièrement, elle affirme une règle fondamentale, pas d'acquisition de territoire par la guerre. Ensuite, elle appelle au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Ce manque de l'article défini avant territoire a lancé des décennies de querelles, dans les versions également autorisées en français et en arabe. De nombreux juristes entendent le sens défini, les territoires occupés. Même Dean Rusk, après avoir quitté ses fonctions de secrétaire d'État américain, a reconnu que la formulation était tactique. Le principe contre la prise de terre par la force était l'intention, puis les faits sur le terrain. En quelques mois, la colonisation a commencé. Kfar Etzion a été rétabli en septembre 1967, un signal que le temporaire penchait déjà vers la permanence. De là, le réseau s'est développé année après année. Dans les années 2000, ce n'était pas une poignée de collines, c'était un système démographique. Aujourd'hui, environ 700 000 civils israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La précision compte. La direction est indiscutable. Une mise en garde honnête qui nous garde droit, en 2005, Israël a démantelé ses colonies à Gaza dans le cadre du désengagement. Cela n'a pas mis fin au débat juridique sur Gaza, mais ces colonies et colons particuliers ont été retirés. Les affirmations générales comme « aucune n'a jamais été démantelée » sont fausses. L'exactitude fait partie du respect. Maintenant, les arbitres de la loi, le Comité international de la Croix-Rouge, ont longtemps traité la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et Gaza, comme des territoires occupés en vertu de la 4e Convention de Genève. Cela compte. Le droit de l'occupation interdit à un occupant de transférer sa population civile dans une terre occupée et de saisir des biens privés en l'absence de nécessité impérative dans le cadre d'une procédure régulière. Ce n'est pas une vue marginale, c'est la lecture dominante du droit humanitaire. En 2004, la Cour mondiale s'est prononcée. La Cour internationale de justice, dans un avis consultatif sur l'origine de la barrière de séparation à l'intérieur de la Cisjordanie, a conclu à 14 contre 1 que la construction et son régime associé violant le droit international, l'activité de colonisation connexe est illégale, les sections construites à l'intérieur de la Cisjordanie devraient être démantelées avec une compensation pour les Palestiniens affectés. Le seul dissident, le juge américain Thomas Blumenthal, s'est opposé pour des raisons de procédure, arguant que la Cour manquait d'une base factuelle suffisante. Il n'a pas contesté les principes juridiques fondamentaux sur les colonies. La décision a été maintenue. 2 décennies plus tard, la barrière reste et le nombre de colonies a augmenté. La loi sur le papier, le pouvoir en pratique, pose ici. 14 contre 1, pas une décision partagée. Pas. La communauté internationale est divisée. 14 juges du Brésil, de Chine, d'Égypte, de France, d'Allemagne, du Japon, de Jordanie, de Madagascar, des Pays-Bas, de Russie,
de Sierra Leone, du Royaume-Uni, du Venezuela et des États-Unis étaient d'accord. Une objection de procédure. Le consensus juridique était écrasant et pourtant rien n'a bougé. Alors si la loi est si claire, pourquoi le système ne s'est-il pas dénoué? Une partie de la réponse se trouve dans la salle du Conseil de sécurité. Depuis le début des années 1970, les États-Unis ont opposé des dizaines de vétos à des résolutions critiques de l'expansion des colonies ou proposant une application. Débattez des motivations si vous le souhaitez. Alignement de la guerre froide, politique intérieure, protéger le processus diplomatique, l'effet est simple. Pas d'application. Le Conseil écrit les règles du terrain, le veto garde le sifflet dans la poche, parfois l'écart se réduit. En décembre 2016, la résolution 2334 a été adoptée 14-0. Les États-Unis se sont abstenus plutôt que de mettre leur veto. Elle a réaffirmé que les colonies n'ont aucune validité légale et a appelé à une distinction dans les accords entre Israël et les colonies. Le président Obama et cette administration ont montré un engagement sans précédent envers la sécurité d'Israël, car c'est ce en quoi nous croyons. Notre engagement envers cette sécurité n'a jamais faibli, et il ne faiblira jamais. Même avec une crise financière et des déficits budgétaires, nous augmentons à plusieurs reprises le financement pour soutenir l'armée israélienne. Et en septembre, l'administration Obama a signé un protocole d'accord pour fournir 38 milliards de dollars d'aide à la sécurité à Israël au cours des 10 prochaines années, le plus grand engagement d'aide militaire de l'histoire des États-Unis à un pays. Et comme le premier ministre israélien lui-même l'a noté, notre coopération militaire et de renseignement est sans précédent. En quelques semaines, une nouvelle administration américaine a signalé que l'abstention était une anomalie. Les colonies ne se sont pas arrêtées, mais pendant cette brève fenêtre, la voix du Conseil et le texte de la loi étaient alignés. Les archives montrent que l'écart n'est pas inévitable, il est choisi. Une autre partie est matérielle. La relation de sécurité entre les États-Unis et Israël est formalisée dans un protocole d'accord de 10 ans qui, depuis 2016, garantit 3,8 milliards de dollars annuellement en aide militaire. Pour le contexte, c'est le plus grand paquet d'aide militaire en temps de paix à long terme que les États-Unis aient signé avec un pays. Quoi que vous pensiez qu'il devrait être, il sous-tend l'architecture de sécurité dans laquelle l'occupation persiste. De l'autre côté de l'Atlantique, la rhétorique de la Grande-Bretagne penche vers le processus de paix. Mais entre 2015 et 2023, les licences d'exportation d'armes du Royaume-Uni vers Israël ont totalisé plus de 500 millions de livres selon Campaign Against Arms Trade. Le Royaume-Uni est un ami cher et proche de l'État d'Israël. Nous rejetons tous les efforts pour délégitimer ou saper Israël. Le mouvement pour les boycotts, désinvestissements et sanctions, enraciné comme il l'est dans une culture de préjugés et d'hostilité envers Israël, est un obstacle à la paix, et mon gouvernement ne soutiendra jamais aucune résolution qui fait avancer la cause des boycotts ou de la délégitimation de quelque manière que ce soit. C'est en raison de notre engagement ferme et inébranlable envers la sécurité d'Israël et son existence en tant que patrie juive que nous avons voté pour la résolution d'aujourd'hui. 2017 ne sera pas une année facile pour la question Israël-Palestine, 50 ans depuis la guerre des 6 jours et l'occupation subséquente de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et 100 ans depuis que mon pays a émis la déclaration Balfour. Cependant, nous devons tous assumer notre responsabilité, comme ce Conseil a enfin assumé sa responsabilité aujourd'hui, afin de garantir la sécurité à long terme que les Israéliens méritent. Comités et organismes de surveillance questionnent la conformité. Les chiffres fluctuent. Le fil conducteur est la continuité. Les partenariats stratégiques survivent au cycle médiatique. Les défenseurs diront que l'aide militaire assure la stabilité régionale, protège un allié démocratique et maintient le partage de renseignements qui profitent à la sécurité occidentale. Ce sont de réelles considérations stratégiques. Ce sont aussi des choix qui priorisent un ensemble d'intérêts par rapport à l'application des lois que ces mêmes gouvernements ont aidé à rédiger. L'aide n'est pas neutre. Elle est la colonne vertébrale matérielle du statu quo. Pour une note équilibrée, un contre-courant. En 2012, l'Assemblée générale de l'ONU a voté pour élever la Palestine au statut d'État observateur non membre, 138 pour, 9 contre, 40 et une abstention. Les États-Unis ont voté non. Cela n'a pas changé un seul point de contrôle, mais cela a officialisé la reconnaissance mondiale qu'un peuple politique existe et a un statut, même si l'application restait absente. Alors que le Conseil débattait de la résolution 2334 en décembre 2016, un agriculteur à Hébron a reçu son 3e avis de démolition en 4 ans. Le vote était de 14-0. Le bulldozer est venu 3 semaines plus tard de toute façon. La maison se tenait depuis 1982. Les marques de taille de ses enfants étaient sur le mur de la cuisine. La résolution déclarait les colonies illégales. L'ordre de démolition citait une construction non autorisée. Les 2 documents étaient réels. Un seul avait un bulldozer derrière lui. C'est l'écart un mardi matin. Voici le schéma sans théâtre. Maintenant, ils ont commencé à détruire des maisons après avoir forcé les familles à quitter leurs maisons, les faisant sortir, enfants,
femmes, hommes, sortant leurs biens de leur maison, puis détruisant une maison après l'autre. Des grottes souterraines ont été détruites, des abris pour moutons, presque aucune structure n'est restée dans la communauté, peut-être juste 2 ou 3, et la démolition continue même au moment où nous parlons. Environ 120 personnes vivent dans ce petit village, et environ 50 structures qu'ils avaient pour les moutons et pour les maisons où vivre, et l'école, les grottes, et presque tout est détruit. Il n'en reste que quelques-unes, comme nous l'avons dit. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne avec les colons a établi 3 avant-postes illégaux autour de cette communauté et est en train d'effacer ce village pour créer de plus en plus de colonies israéliennes illégales dans la région. Les textes disent une chose, pas de territoire par conquête, protéger les civils, démanteler les mesures illégales. Les institutions l'affirment souvent, avis de la CIJ, position du CICR, vote de l'Assemblée générale. L'espace d'application, l'action du Conseil de sécurité et la politique des grandes puissances absorbent le signal juridique et libèrent un haussement d'épaules politiques. C'est ainsi que le temporaire se durcit en normal. C'est ainsi qu'une exception devient un système. Et pourtant, le dossier compte toujours. La loi peut être lente, mais elle est tenace. Quand un ancien secrétaire d'État admet que l'ambiguïté était tactique, le principe selon lequel la terre ne peut être prise par la guerre devient plus et non moins lisible. Quand la Cour mondiale dit à 14 contre 1 qu'un itinéraire viole la loi, elle dessine une carte que l'avenir peut encore utiliser. Quand la Chambre lit 130, 8, 9, 40 et 1, ce n'est pas une application, mais c'est une entrée dans le registre contre l'oubli. Le papier n'est pas rien. C'est la partie de l'histoire qui nous survivra tous. C'est pourquoi, dans 50 ans, quand quelqu'un demandera « Est-ce que quelqu'un a objecté ?», la réponse ne sera pas le silence. Ce sera, oui, 14 juges, 138 nations, la Croix-Rouge et un fermier à Hébron avec un classeur plein de pétitions. Ils ont objecté. Ils ont documenté. Ils ont laissé une trace. La question n'est pas de savoir si la loi existe. Elle existe. La question est de savoir si le pouvoir sera un jour contraint de la suivre ou si l'écart sera simplement appelé réalisme jusqu'à ce que nous oublions qu'il était censé y avoir une différence. À partir de là, nous retournons dans les cuisines et les champs, ce que cela signifie d'étudier, de cultiver, de se marier quand une personne rencontre un labyrinthe déguisé en politique. Pendant que les diplomates débattaient de grammaire et que les juges rendaient des avis, les familles apprenaient un autre type de loi, la loi des checkpoints, des permis et des salles d'attente, la loi qui est pratiquée tous les jours. Tout ici vit en aval de 6 jours en juin 1967. Le moteur juridique de l'occupation n'a pas seulement mis fin au combat, il a standardisé le contrôle. Ce qui suit sont des vies ordinaires à l'intérieur de cette machine où je décris une seule personne, la traitant comme un composite tiré de témoignages documentés et d'archives. Les schémas sont vérifiés, les noms sont mélangés pour la confidentialité et la clarté. Commencez dans un salon. Après 1967, les salles de classe pouvaient être fermées par ordre, donc les cours se déplaçaient à domicile. Imaginez un appartement exigu à Ramallah. Un tableau noir appuyé contre une bibliothèque. 20 étudiants partageant l'espace au sol. Un conférencier changeant d'adresse chaque semaine pour éviter les descentes. Les listes de présence n'étaient pas écrites, elles étaient mémorisées. Les examens étaient chuchotés. Les parents surveillaient la cage d'escalier par roulement. Les diplômes étaient retardés, pas refusés. Les universités étaient fermées par ordre militaire plus d'une fois. Birzeit, par exemple, a enduré une fermeture de 4 ans de 1988 à 1992. Quand les portes se sont enfin ouvertes, les étudiants sont arrivés avec des classeurs de notes copiées à la main, preuve que l'apprentissage n'avait pas cessé. Il avait juste changé de lieu. Cécile. Ceci est anormal. Normal, ça l'a toujours été. Chaque jour. Votre vie quotidienne. C'est la vie quotidienne ici maintenant. Avec l'intifada, vous sortez et il y a une manifestation et ils vous tirent dessus avec des balles réelles. Se révolter contre l'occupation. C'est une révolte contre l'occupation, contre les choses que nous subissons, contre tous les droits que nous avons perdus. Contre l'occupation israélienne. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Vous êtes toujours inquiet de ce qui va vous arriver ou arriver à votre famille. Vous ne savez pas si la prochaine fois que votre frère sortira, vous le reverrez. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et vous n'avez personne vers qui vous tourner. Il n'y a pas de police de votre côté. Il n'y a personne de votre côté. Vous êtes seul et vous êtes entouré par eux. Et ce qu'ils peuvent faire dépend d'eux parce qu'ils sont le gouvernement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et vous vous asseyez et souffrez. Vous devez riposter. Les gens ripostent avec leurs pierres pendant qu'ils se font tirer dessus avec des munitions réelles. N'avez-vous jamais peur ? Eh bien, il y a des moments où vous avez peur. Oui, vous avez parfois peur, mais quand vous êtes dans une manifestation ou quelque chose, vous n'avez pas peur de vous battre pour ce qui est juste.
Et c'est ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas avoir peur, mais vous allez perdre votre vie. Mais il vaut mieux perdre sa vie que de vivre sous occupation. Les documents sont devenus des héritages. Ce premier été a normalisé les fouilles et la reclassification. Les familles ont appris à traiter le papier comme un trésor. Dans les collections institutionnelles, vous trouvez des paquets soigneux, des actes ottomans, des reçus fiscaux de l'époque du mandat, des timbres jordaniens. L'histoire orale est devenue un deuxième front. Dans les années 1990, les chercheurs couraient contre la montre. Ils enregistraient les aînés qui pouvaient encore parcourir leur village les yeux fermés. Un composite de ces entretiens, un homme de 80 ans d'Émois, à l'ouest de Jérusalem. Il ne discute pas de politique, il donne des directions. Le puits est à 20 pas de la mosquée. Le pressoir à olives se trouve à l'est de la place. Ma maison avait une porte bleue. Ma femme l'a peinte l'année de notre mariage. Puis il fait la chose qui vous brise. Il ferme les yeux et marche. À gauche, à la boulangerie, jusqu'au cimetière, troisième tombe dans la rangée sous le figuier. Je peux confirmer cela. Nous étions assis avec le Mouktar vers minuit quand un officier jordanien nommé Fazi est venu nous dire qu'il se retirait et que nous devrions nous débrouiller seuls. Les Israéliens sont entrés dans le village comme s'ils étaient en parade. Émois a été démoli après la guerre. Au milieu des années 1970, le site a été replanté sous le nom de Canada Park, financé par le Fonds national juif canadien. Mais le village survit dans la mémoire enregistrée. Porte bleue, figuier, 20 pas jusqu'à l'eau. La mémoire double comme une contrecarte quand la carte officielle vous efface. Les symboles se sont durcis en pratique. La clé, portée depuis 1948, a pris un nouveau poids après 1967, lorsque les règles d'absentéisme ont été appliquées aux zones nouvellement occupées. La clé dit: j'avais une porte, j'ai toujours une revendication. Le Dr Zaid était furieux lorsqu'il a découvert que des gens dans son nouveau pays, le Canada, collectaient de l'argent pour mettre un parc sur des villages voisins du sien et que ces dons étaient indéductibles d'impôts. J'étais mortifié quand j'ai lu dans The Chronicle Herald en 1978 que des gens à Halifax étaient honorés, et je répète le mot honorés, pour avoir construit Canada Park sur les ruines des maisons des gens à Émois et dans les environs. Et j'ai pensé, c'est épouvantable. Et pourtant, et il y avait le premier ministre de la Nouvelle-Écosse et le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse et le maire d'Halifax participant à ce processus d'honneur. Le Dr Zaid porte avec lui un ensemble de clés inutiles pour une porte qu'il n'ouvrira jamais. Ma mère, quand ils ont quitté notre maison, eh bien, assez innocemment, elle pensait qu'ils venaient juste pour leur dire de rester hors du village pendant quelques heures ou quelques jours et qu'ils reviendraient. Alors, elle a apporté les clés de notre maison avec elle, mais bien sûr, la maison n'existe plus, mais nous gardons toujours les clés, pour ce que ça vaut. Les cartes à l'intérieur des salles de classe sont devenues un terrain contesté. Après les mouvements d'annexion et les règles de résidence qui ont remodelé Jérusalem-Est, les écoles se sont retrouvées dans les taux des licences, du financement et des approbations de programmes. Dans certains atlas israéliens, la ligne verte n'est pas tracée. Dans de nombreuses salles de classe palestiniennes, c'est la première ligne sur le tableau. Un adolescent étudie l'éducation civique dans un manuel municipal qui ne nomme jamais l'occupation, puis rentre chez lui auprès d'une grand-mère qui montre par la fenêtre et la nomme rue par rue. 2 cartes dans une ville ne sont pas de la confusion, elles sont une politique. Et la division remonte à cette semaine-là. Dans le camp d'Aïda, une clé géante de retour s'arque au-dessus de la route. À la maison, les familles polissent les petites clés qu'elles ont gardées. Les grands-parents apprennent aux enfants à tracer les dents. Le dossier dit « Vous êtes parti, donc vous êtes parti ». La clé répond « Je suis parti, donc j'ai toujours ceci ». Elle n'ouvre plus la serrure, elle ouvre le registre. Sur les terrasses de bâtir au-dessus de la ligne de chemin de fer, les cueilleurs planifient autour des heures de contrôle. Certaines saisons, vous avez une fenêtre d'1 semaine, puis rien pendant 1 mois. Les déracinements ont été documentés sur des décennies. Selon des groupes de recherche appliqués et des rapports de l'ONU, plus de 800 000 oliviers ont été déracinés entre 1967 et 2011. Les replantations se produisent aussi. Chaque plan est un petit appel, chaque récolte est un test. La culture a gardé l'archive ouverte, là où l'administration a restreint la parole. Des cinéastes comme Elia Suleiman et Hani Abou Assad ont transformé la contrainte quotidienne en dossier public. Les collections d'affiches sont devenues un index visuel de la résistance à travers les décennies. Rien de tout cela ne prétend à la neutralité, mais affirme la présence. Quand les faits sur le terrain deviennent des entrées dans un registre, les faits dans un film deviennent des entrées dans une conscience.
Il y a une facture pour ce genre de ténacité, des permis pour réparer un mur fissuré, des permis pour atteindre une clinique, des vérifications de statut pour maintenir la résidence à jour. Les parents soumettent à nouveau le même formulaire avec un nouveau tampon, parce que la première demande a expiré pendant que le bureau était fermé. Dans les collines du sud d'Hébron et certaines parties de la vallée du Jourdain, des communautés entières ont reconstruit les mêmes structures plus d'une fois, des maisons, des salles de classe en tôle, des abris pour le bétail. Les attaques ont commencé avec environ 10 colons, mais d'autres ont continué à se joindre. Je pense qu'à la fin, ils étaient une 40 protégés par l'armée. Nous étions en infériorité numérique. Nous ne pouvions pas nous défendre. Les militants internationaux qui viennent aider ne sont pas épargnés non plus. Cette année, les Palestiniens ont renouvelé l'appel aux militants pour qu'ils rejoignent leur récolte, espérant une certaine protection et pour exposer la violence. Et c'est pourquoi Israël les expulse, disent-ils. Les forces israéliennes ont accusé 30 militants aidant les agriculteurs palestiniens à Walid et Naplouse de travailler dans une zone militaire fermée, une accusation que les militants nient. Pour les Palestiniens, le message est clair. Partez ou faites face à plus de violence. Chaque année, ils viennent et ils brûlent ou, vous savez, arrachent à la racine. Comme peut-être au moins 5 années de suite, c'est ce qu'ils ont fait. Et finalement, ils ont pris la terre et ils y ont installé les colons. Les olives signifient des revenus. Mais pour les Palestiniens, il ne s'agit pas seulement des arbres, il s'agit de la terre elle-même. Malgré les coups, les incendies criminels, les menaces, beaucoup sont retournés dans leurs oliveraies, car ne pas récolter signifie abandonner leur terre. Et c'est exactement ce que veulent les colons. Un toit décide souvent si vous êtes compté comme présent ou enregistré comme absent. Le coût est du temps, de l'argent et du stress, puis l'arithmétique silencieuse de ce que vous pouvez vous permettre de résister ce mois-ci. Pourtant, la réponse continue d'arriver sur le même ton, calme, obstiné, ordinaire. Je resterai et je resterai entier. Tout ici est au présent, mais sa grammaire a été écrite en 6 jours. Les formulaires, les fermetures, les catégories de statut, les saisies, ce sont des dérivés de ce moment. Plus tôt, nous avons retracé ce qui a disparu et qui a préparé l'effaceur. Ici, vous avez entendu comment l'effacement est résisté, avec des écoles dans les salons, avec des boîtes de titres et des cartes orales, avec des clés qui ne seront pas jetées, avec des terrasses qui continuent de verdir. Les guerres et les systèmes perdurent, tout comme la mémoire du peuple, car elle est devenue une infrastructure. Une participation avec de nombreuses forces en Israël contre l'occupation. Mes sœurs. Cependant, le peuple fait face à des défis qui nous obligent tous à nous unir. Nous ne pouvons pas être libres en tant que femmes dans un pays libéré et nous ne pouvons pas goûter à la liberté dans un pays libéré sans être acceptés par les autres groupes de la société. Six jours ont redessiné des lignes sur une carte qui, des décennies plus tard, ont construit le système pour les maintenir en place. Dans ce film, nous avons suivi comment ce système est passé de la loi, au béton, à l'économie, jusqu'à ce que le cadre de 1967 s'installe comme un système d'exploitation dans la vie ordinaire. En chemin, vous avez rencontré des récits composites tirés de témoignages et d'archives. Les schémas sont réels. Les noms sont mélangés pour protéger les familles. Ils ne sont pas ici comme des symboles de tragédie, mais comme des preuves de persistance, un contre-système construit pour se souvenir de ce que le pouvoir essaye d'effacer. Qu'avons-nous réellement montré? Que la survie est devenue défiance, que la mémoire est devenue documentation, que l'endurance est devenue preuve. 6 jours de guerre ont produit des décennies d'infrastructures légales, physiques et économiques. En un souffle, l'urgence est devenue politique, la politique est devenue profit et le profit est devenu exportation, une industrie de la sécurité de plusieurs milliards de dollars vendue à des gouvernements et des forces de police dans bien plus de 100 pays. L'infrastructure de l'occupation est devenue une ligne de produit. Votre gouvernement pourrait être un client. Chaque système dépend de l'oubli. Les Palestiniens refusent d'oublier. Ce refus est la charnière entre mémoire et avenir lorsque les archives survivent à la rhétorique, lorsque la documentation survit au déni. Le papier n'est pas rien. Le papier est seule la partie de l'histoire qui nous survit. Si cela vous importe, j'espère que cela ne s'arrête pas ici. Vous êtes maintenant témoin de ce que vous avez vu et entendu. Ce que vous choisissez d'en faire vous appartient. Si vous voulez aider ce document à voyager, vous pouvez le partager avec quelqu'un à qui on a dit que c'était trop compliqué. Vous êtes invité à laisser un commentaire avec le moment qui vous a marqué et, si vous le pouvez, à soutenir les organisations qui préservent ces témoignages. Lien ci-dessous. Avant de conclure, je veux nommer certains des films dont vous avez vu les voix et les images tissées à travers cet épisode. Ce documentaire repose sur le travail de personnes qui ont pointé des caméras sur la Palestine bien avant que cette chaîne n'existe et qui n'ont toujours pas le public qu'elle mérite. Canada Park en Palestine est un film rare sur la façon dont les villages d'Emouas, Yalou et Beit Nouba ont été vidés après 1967 et replantés en parc de loisirs.
Si la section sur le village effacé de cet épisode vous a marqué, allez vous asseoir avec ce documentaire en entier. Days of Rage, The Young Palestinians suent des adolescents lors de la première intifada alors qu'ils grandissent sous l'occupation entre école, prison et politique de rue. C'est un regard sans fard sur la génération qui a transformé l'humiliation quotidienne en résistance organisée. Israeli settlers burn trees, assault Palestinians in occupied West Bank, olive harvest attacks est un reportage d'Al Jazeera English qui reste avec les agriculteurs sur les collines alors que les colons incendient les bosquets et battent les récolteurs sous l'œil de soldats armés. Il montre sans filtre à quoi ressemble la friction lorsque les caméras tournent réellement. The West Bank was Palestine est un documentaire norvégien de 1989 qui parcourt tranquillement la Cisjordanie à la fin des années 1980. Checkpoints, colonies et vie ordinaire, à une époque où la plupart des reportages étrangers ne dépassaient guère les gros titres. C'est l'une de ces archives qui semble plus honnête que 1000 points de discussion. The Arab refugees from 1968 passent du temps à l'intérieur du camp de Talbiya avec des Palestiniens vivant les conséquences de la guerre des 6 jours. C'est granuleux, inconfortable et important. Un rappel que réfugié n'est pas une étiquette d'un dossier des Nations Unies. C'est une enfance, une file d'attente, une tente, une vie entière. Naila and the Uprising raconte l'histoire de Naila Ayyash et des réseaux de femmes qui ont aidé à diriger la première intifada depuis des bureaux souterrains, des cuisines et des salles de classe. Si vous voulez comprendre combien de cette lutte a été portée sur les épaules des femmes, ce film est essentiel. Walking to School with Wade in Hebron suit un garçon sur son chemin vers l'école à travers des checkpoints militaires et des rues de colons. En On the Minutes, il montre plus sur ce que l'occupation fait à une enfance que des heures de débat ne pourraient jamais le faire. Tous ces films sont liés ci-dessous et rassemblés dans une playlist. Ils méritent bien plus de regards qu'ils n'en ont, surtout maintenant, alors que les archives et chaînes palestiniennes disparaissent discrètement des plateformes et des résultats de recherche. Les regarder, les partager et les promouvoir est une façon de résister à cet effacement. Dans le prochain épisode, nous traçons où ce système est exporté, qui l'achète et pourquoi il pourrait déjà fonctionner dans votre ville. C'est Protayon. Pour certifier, des reçus plutôt que de la rhétorique, de la clarté plutôt que du bruit. Nous venons de certifier une vérité. Si cela vous importe, aidez-la à voyager. Continuez à questionner, restez curieux, prenez soin les uns des autres.